Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour cette troisième édition des masterclass ECS CB News, initiée par Monsieur Franck Papazian, président du groupe Media School. L'objectif de ces masterclass est de pouvoir réunir les étudiants de toutes les écoles ECS des différents campus nationaux et européens, mais nous avons tenu également à ouvrir ces événements au public afin de pouvoir tous vous en faire profiter. Je me présente, Anne-Sophie Ferron, co-directrice de l'ECS Paris, l'école de communication du groupe Media School. J'ai la chance d'avoir à mes côtés aujourd'hui pour animer cette masterclass Monsieur Frédéric Roy, rédacteur en chef du magazine CB News, ainsi que Julien Bauer, qui est étudiant en bachelor à l'ECS Paris. Aujourd'hui, nous accueillons un très grand publicitaire, président d'une des plus grandes agences internationales, l'agence TBWA. Il s'agit bien sûr de Monsieur Nicolas Bordas. Alors, qui est Nicolas Bordas ? Ce fier Auvergnat, comme moi, donc je souligne ce petit détail. Diplômé de l'ESSEC, il a débuté sa carrière chez Saatchi Paris, puis chez CLM BBDO, avant de rejoindre Jean-Marie Dru au sein du management de BDDP, devenu TBWA, dont il fut le président France pendant 11 ans, avant de devenir vice-président international de TBWA Worldwide et membre du board d'Omnicom Europe. Il préside également depuis peu l'agence TBWA Corporate. Nicolas est également enseignant à Sciences Po, où il dirige l'Executive Master Communication. Auteur de L'idée qui tue, traduit en anglais, en mandarin, en arabe, Nicolas est également blogueur et LinkedIn influenceur avec plus de 200 000 followers. Il a développé pour TBWA la pratique Live Bosses qui conseille les dirigeants d'entreprises sur leur usage personnel des médias sociaux à des fins professionnelles. Nicolas est à l'origine de la création de l'agence associative Nouvelle Cour qui aide des jeunes diplômés Bac+2 à s'insérer dans les métiers de la communication. En plus de tout cela, Nicolas nous a fait l'honneur d'être parrain de promo de l'ECS Paris il y a déjà quelques années de ça. Nicolas, un immense merci d'avoir accepté d'être avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci à vous pour l'invitation, je suis ravi d'être là. Alors, avant qu'on puisse lancer la présentation, j'insiste juste sur le fait que vous tous qui êtes connectés avec nous aujourd'hui, on attend encore pas mal de monde, vous avez la possibilité via le chat sur le côté de poser vos questions en direct qui vont être traitées en fin de conférence pour pouvoir avoir un moment d'échange directement avec Nicolas. Donc, pour information, cette masterclass sera séquencée en 3 parties. Une présentation liminaire sur l'importance d'une communication disruptive, suivi d'une interview assurée par Frédéric Roy, donc rédacteur en chef du magazine CB News. Et ensuite, nous terminerons sur une séquence plutôt axée sur la situation actuelle des étudiants en cette pleine période de crise sanitaire. Donc, Nicolas, je vous invite on peut lancer la présentation dans un premier temps. Donc, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. Et donc, je vous dis bienvenue chez TBWA, puisque le visuel que vous voyez, c'est TBWA à Boulogne-Billancourt. Bon, je n'ai pas changé cette slide, donc si on peut rester dessus, c'est top. Donc, à Boulogne-Billancourt, TBWA en France, c'est le 3e groupe de communication derrière Publicis et Havas par la taille. Et TBWA, en fait, est né à Paris, ce que peu de gens savent, puisque les 4 fondateurs, le T, le B, le W et le A, étaient 4 personnes issues d'un groupe international qui s'appelle Young & Rubicam, qui s'appelle aujourd'hui VML Wine & mais qui à l'époque s'appelait Young & Rubicam. La particularité de TBWA au départ, ça a été d'être 4 personnes de nationalités différentes, puisque Bill Tragos était américain, Uli Wiesenhanger était suisse roman, Claude Bonange était français et Archie était italien. Donc c'est un groupe multiculturel né à Paris, qui aujourd'hui fait partie du géant mondial Omnicom, qui est également propriétaire de DDB et de BBDO, et qui est le plus jeune des 3 grands groupes, des 3 grands réseaux d'Omnicom, puisqu'on est né en 1970, on a fêté nos 50 ans l'an dernier. En France, c'est un peu plus de 1000 personnes dans tous les domaines de la communication publicitaire, TBWA Paris, de la communication de performance marketing avec Proximity, de la communication événementielle avec Auditoire, de la communication corporate avec TBWA Corporate, du design avec Zaka. Je ne vais pas citer tout le monde, donc je vais forcément vexer des gens de mon groupe. Mais donc, on est un peu dans tous les domaines de la communication, la publicité pure ne représentant qu'à peu près une trentaine de pourcents des revenus de TBWA en France. Et ce qu'il faut savoir, c'est que si la France est entre guillemets un petit marché à l'échelle mondiale, puisque la communication en France représente à peu près 3% de la communication mondiale, TBWA en France est un gros marché pour TBWA Worldwide, puisqu'on représente 12% des revenus et des profits de TBWA. Donc, on est un acteur majeur
le plus gros avec les États-Unis, donc ce qui explique qu'on pilote depuis Paris beaucoup de budgets internationaux. Donc, j'ai pris un parti pour ces 30 premières minutes d'essayer de vous dire ce que j'aurais aimé qu'on me dise si j'étais à votre place. Donc, j'ai essayé de me mettre un instant à votre place. Donc, je n'ai pas prévu de vous faire un plaidoyer pro domo sur pourquoi TBWA est meilleur que les autres, même si je le pense sincèrement, sinon je n'y serais pas depuis si longtemps, mais plutôt d'essayer de vous donner 2-3 éléments qui sont, de mon point de vue, les fondamentaux de ce qu'il faut avoir en tête pour aborder les 40 prochaines années qui seront les vôtres, si on dit que les 40 années d'avant étaient les miennes. Et donc, je vais essayer de vous dire pourquoi est-ce que le mot-clé, qui en fait est un mot déposé, vous ne le savez probablement pas, le mot de disruption est un trademark de TBWA qu'on a déposé dans les années 90 quand Jean-Marie Dru, le chairman de TBWA, a écrit son premier livre qui s'appelait justement Disruption. Et puis c'est devenu aujourd'hui un espèce de mot valise que tout le monde emploie dans tous les sens. Mais je vais vous dire pourquoi ce mot reste aujourd'hui plus important que jamais quand on aborde la communication. Pourquoi? Parce que communiquer, c'est exprimer sa différence. Et exprimer sa différence, c'est exprimer une différence de fond sur le message qu'on va diffuser et exprimer une différence de forme sur la manière dont on va le diffuser. Donc depuis que le monde est monde, avant Internet et après Internet, l'enjeu reste toujours de produire, en tant que communicant, le meilleur message, le message le plus performant sur le fond comme dans la forme. Donc je dirais c'est l'idée qui tue, pour reprendre le nom de mon livre, avec l'exé qui tue, c'est-à-dire la capacité de transformer cette idée en quelque chose qui va toucher les gens, qui va atteindre son but en quelque sorte. Donc c'est de ça dont on va parler pendant les 30 premières minutes. Et j'attaque évidemment par ce premier film, parce que si vous ne connaissez pas la marque TBWA, vous connaissez forcément ce que la marque TBWA a fait pour Apple depuis toujours, puisque c'est déjà Child Day Los Angeles, l'agence de TBWA à Los Angeles aujourd'hui, qui s'occupe toujours du budget Apple, qui a lancé Macintosh en 1984. Je vais vous proposer, même si vous l'avez déjà vu, ce film. Alors, je ne touche à rien, mais il se passe des choses. Donc, on va voir le premier film, qui est celui-là. Donc, si on peut cliquer dessus, merci beaucoup. C'est normal, c'est parce que c'est en train de s'enclencher. En 1984. Today we celebrate the first glorious anniversary of the Information Purification Directives. We have created, for the first time in all history, a garden of pure ideology, where each worker may bloom, secure from the pests, obeying contradictory laws. Our purification of the laws is more powerful a weapon than any fleet or army on earth. We are one people, with one will, one resolve, one cause. Our enemies shall talk themselves to death, and we will bury them with their own confusion. We shall prevail. On January 24th, Apple Computer will introduce Macintosh. And you'll see why 1984 won't be like 1984. Nicolas, vous êtes là? Perdu Nicolas. Anne-Sophie? Moi, je vous entends. C'est bon. On ne vous voit plus, mais on vous entend. Vous êtes là? Excusez-nous, un petit problème du direct, les aléas. Non, c'est déconnecté, il va se reconnecter. C'est bon? Nicolas, est-ce que vous nous entendez? Allô, allô? Oui, on vous entend.
Frédéric, toi, tu entends quelque chose? Moi, j'entends des petits bruits. J'ai aperçu, j'ai vaguement entendu Nicolas, mais manifestement, il a un problème de connexion majeur. Qu'est-ce qui se passe? C'est dommage. C'est juste de prendre la main. Bah oui, j'essaie de prendre la main sur sa caméra, mais Bien sûr, ouais. Ouais, je sais pas, je le vois pas. Ah si, pourtant tout est enclenché. Ouais, il doit avoir un problème de son côté, c'est dommage. C'est un film, de fait, je peux au moins commenter sur le fait que c'est un film marquant dans l'histoire de la publicité. Ah, le voilà. Allô, allô. Ouais, on te revoit. Donc, 1000 excuses, un problème technique manifestement. Est-ce que vous avez pu voir le film Apple? Oui, oui. En entier, c'est bon. Donc, désolé, parce que moi, je l'ai vu de manière très hachée, et ça a été le début de la fin, donc j'ai changé de Wi-Fi pour vous retrouver. Donc, désolé pour ce problème technique. Je continue. Donc, ce film-là a été élu film du siècle par les Américains, qui ont voté à l'occasion du Super Bowl, puisque ce film a été diffusé une première fois, et une fois unique d'ailleurs, au Super Bowl en 1984 pour lancer Macintosh. Et comme vous le voyez, le parti pris à son lancement d'Apple était un parti pris incroyablement disruptif. À la fois disruptif sur le fond, déjà sur le nom, parce que ça s'appelait Pomme pour un ordinateur, c'est assez original et assez différenciant. À l'époque, les ordinateurs s'appelaient International Business Machine, IBM, ou portaient des noms un peu technologiques. Et donc le parti pris déjà d'avoir un nom différenciant, un nom disruptif, de s'appeler Pomme était un vrai parti pris, plutôt que de s'appeler Steve Jobs, Steve Wozniak, genre SJ, SW. Et puis un parti pris dans la forme, au lieu de parler de tous les avantages produits que ce produit pouvait avoir. Le premier produit qui avait une souris, le premier produit qui disait bonjour, le premier produit qui avait ce qu'on appelait à l'époque des visicales, des fenêtres, des Windows, ce qui vous semble évidemment la préhistoire de l'informatique. Eh bien, on a fait un film pour dire que 84 ne serait pas 84, que le monde orwellien ne serait pas ce qu'il était. Donc on voit un parti pris et une audace colossale, une audace qui a payé, comme les anglo-saxons, high risk, high return. Et donc, si je vous parle d'Apple, c'est effectivement parce que l'histoire d'Apple est complètement liée à celle de TBWA. Et donc, vous savez peut-être qu'Apple avait beaucoup de soucis après le départ de Steve Jobs dans le domaine de la micro-informatique. Et puis, Apple a rappelé, était moribond en 1997 quand Apple rappelle Steve Jobs. Et cette fois-ci, à la suite d'une compétition d'agence, TBWA réalise ce film que vous connaissez peut-être, mais que j'ai le plaisir de vous remontrer car je vais vous en parler. Deuxième film. Oui, c'est celui-là. C'est bien celui-là. C'est celui-là. Here's to the crazy ones. The misfits, the rebels, the troublemakers, the round pegs in the square holes, the ones who see things differently. They're not fond of rules, and they have no respect for the status quo. You can quote them, disagree with them, glorify or vilify them, but the only thing you can't do is ignore them, because they change things. They push the human race forward. And while some may see them as the crazy ones, we see genius. Because the people who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do. Est-ce que vous m'entendez? Très bien. Donc, ce film Think Different, pourquoi je vous le présente aujourd'hui alors qu'il date d'il y a 23 ans? D'abord parce que c'est un... On ne vous entend plus, Nicolas.
Je crois qu'il est parti se redéconnecter pour revenir. Frédéric, on t'entend pas non plus. Non, mais moi, c'est normal, c'est parce que j'avais coupé le micro. En fait, il y a D'accord. pour ne rien vous cacher, il y a des déménageurs dans l'immeuble d'à côté, donc il y a un tout petit peu de bruit dans la rue. C'est pour ça que je coupe facilement, parce que sinon, ça risque de Il n'y déranger. a pas de souci. J'espère juste qu'on ne va pas perdre Nicolas après chaque film, parce qu'il y a quand Ouais, même ouais, une bonne dizaine de films. Oula. C'est toi qui passes les slides? Pardon, excusez-nous, hein, on vous le fait en direct. Nicolas, est-ce que vous nous entendez? Je ne sais pas pourquoi ça saute comme ça, je ne comprends pas. Je pense que c'est son Wi-Fi qui est problématique, à mon avis. Ouais. C'est plus... Sauf que sa présentation, on ne peut pas la faire pour lui. Non, Et là, manifestement. qui passe les slides, du coup, là? Là, je ne sais pas. Hein. On en est là, en fait. Voilà. Je ne sais pas si c'est Nicolas qui prend la main sur la présentation à côté, mais... Peut-être, oui, c'est bon. On est vraiment désolé, hein. C'est totalement incontrôlable, ce genre d'aléa du direct, et je ne sais pas ce qui se passe. En plus, il a quitté la conférence. Je pense qu'il va revenir sur encore un autre Wi-Fi. On vous voit, Nicolas. Désolé. Vous m'avez entendu jusqu'à présent ou j'ai parlé dans le vide pendant 15 minutes? Non, on a entendu. Très bien. Donc, je vais continuer de parler même si je ne vous vois plus, je ne vous entends plus. Donc, désolé pour tout le monde pour ces problèmes techniques inattendus. Donc, j'étais en train de parler de la disruption, de dire que ce concept, au départ, vient d'un mot anglais qui est un mot qui a toujours existé dans le dictionnaire anglais pour dire problème, rupture, mais toujours de manière négative, c'est-à-dire de manière accidentelle et négative. En anglais, on dit disruption occurred pour dire il y a eu un tsunami, il y a eu un drame, et on parle de disruption de manière accidentelle et négative. Et en français, c'est un vieux mot qui vient de l'électricité, qui est dans le dictionnaire d'il y a un siècle, pour dire, ou un peu moins, pour dire un court-circuit électrique. Donc on voit bien cette notion de rupture, mais toujours dans un cadre accidentel et négatif. L'apport de Jean-Marie Dru, donc lorsqu'il a écrit Disruption, ça a été de dire on va donner au mot disruption un sens intentionnel et positif. De la même façon que les Chinois, vous savez, disent que dans crise, il y a opportunité, dans l'idéogramme chinois, dans disruption, il y a le problème, mais il y a éventuellement la solution. Et donc la disruption, au sens où nous l'entendons, c'est la volonté de créer une différenciation extrêmement forte, une rupture qui soit à la fois intentionnelle et positive. Et de ce point de vue-là, on est l'héritier au plan économique de Schumpeter et de son principe de destruction créative, dont vous avez probablement entendu parler. On est l'héritier de Nietzsche qui dit l'importance d'un progrès se mesure à la grandeur des sacrifices qui doivent être faits. C'est-à-dire que pour avancer, on tue des choses précédentes, une idée nouvelle remplace une idée préexistante, ou on est l'héritier de grands artistes tels Picasso, qui dit tout acte de création est d'abord un acte de destruction. Et si je reprends Philippe Michel, qui m'a beaucoup inspiré, puisque c'est l'agence dans laquelle j'ai travaillé avant de rejoindre Jean-Marie Dru, lui disait, on ne peut créer, dans son livre C'est quoi l'idée, que je vous recommande, on ne peut créer qu'en détruisant les images déjà présentes, c'est-à-dire c'est à ce prix qu'on peut prétendre créer des nouvelles choses. Les icônes s'interposent entre soi et le possible. Autrement dit, si vous voulez qu'une nouvelle idée s'installe dans la tête de quelqu'un, il faut supprimer l'idée reçue préalable. Vous ne pouvez pas vous contenter de poser votre idée à côté, il faut que cette idée prenne sa place. D'où la logique de la disruption, qui est une valse à 3 temps, qui consiste à dire, pour imposer ma vision, je vais remettre en cause une convention existante. Donc ça, c'est un extrait du livre de Jean-Marie Dru lui-même, qui dit la disruption désigne à la fois une rupture avec le passé et un saut par rapport au présent, un axe vers l'avenir qui impose une vision. C'est une discipline qui bouscule, transgresse, qui crée un désordre et stimule le changement. Donc c'est comment créer en quelque sorte un nouvel ordre en créant un désordre transitoire. Et pour l'illustrer, pour montrer que cette disruption est inventive et créative
dans toutes les sphères et pas uniquement dans la sphère de l'économie ou de l'éducation. Je voudrais montrer ce petit film qui remet en scène ce qui s'est passé en 1968 quand Dick Fosbury, pour la première fois, a eu cette idée saugrenue, finalement, disruptive, d'aborder la barre de saut en hauteur de dos et non pas de face. Donc, face à une convention qui était on saute en hauteur face à la barre, il a eu cette idée disruptive de dire « et si je sautais de dos pour aller plus haut ?» Voilà le petit film, en espérant qu'il va marcher. At every Olympics until 1968, everybody tackled a high jump using the same technique. And then in Mexico in '68, along comes Dick Fosbury and shows the world what at the time was considered to be a radical and revolutionary way of high jumping, which nobody had even considered before. What Fosbury did was to disrupt the one convention of high jumping, which was the only way to go over that bar was on your front. Nicolas, vous êtes toujours là? J'ai l'impression qu'à chaque film, on perd Nicolas. Vous m'entendez toujours? C'est vraiment ça. Alors, on vous entend, c'est bon, on ne vous voit pas, mais on vous entend. Donc, tout le principe de la disruption, c'est de se dire quel est le message que je veux diffuser, la vision que je veux imposer. En l'occurrence, je veux sauter plus haut. Quelle est la convention que je vais challenger et qui va produire l'idée disruptive et me permettre de gagner des parts de futur et pas simplement des parts de marché. Et donc, c'est ça qu'on applique aujourd'hui dans le monde entier sur tous les clients de TBWA. Je vais accélérer un tout petit peu, car les problèmes techniques m'ont fait perdre du temps. Mais je voudrais terminer cette histoire un peu de la publicité appleienne pour vous donner ces références par un dernier film qui est celui qui a été lancé par CLMBBDO à l'époque, l'agence de Philippe Michel dont on a parlé tout à l'heure, en 1985, puisque en fait, le Macintosh a été lancé par Apple un an plus tard. Donc le film 1984 ne sera plus 1984, n'était plus adapté au moment où Apple arrive en Europe. Et donc un autre film est conçu. Et moi, c'est le moment où j'arrive sur le marché de l'emploi, un peu comme vous bientôt, et où je suis à l'ESSEC, mon école de commerce, en train d'apprendre des langages inhumains qui s'appelaient le Fortran, le COBOL, l'APL, des langages informatiques. Au lieu d'apprendre le mandarin, l'espagnol, l'arabe, l'allemand ou l'anglais, j'apprenais ces langages inhumains. Et voilà la communication disruptive faite par CLMBBDO en 1985 en Europe. En 1876, des milliers de gens apprenaient le morse, croyant que chacun aurait un télégraphe sur son bureau. En 1984, des milliers de gens apprenaient des langages inhumains, croyant que chacun aurait un micro-ordinateur sur son bureau. On n'apprenait plus à devenir une machine. Apple a inventé Macintosh.
Voilà, j'espère que vous m'entendez, mais vous voyez à quel point cette simple idée, n'apprenez pas à devenir une machine Apple a inventé Macintosh, était structurante et a fait de moi à vie un adepte de la marque Apple parce qu'elle me touchait sur un insight, comme vous avez probablement appris dans vos cours de communication, qui était, bah oui, c'est vrai, je suis en train de devenir une machine en apprenant des langages inhumains qui ne servent à rien, alors que grâce à Macintosh et ensuite grâce à tous les outils Apple, quand la technologie marche bien, et à mon iPad et à mon iPhone, je vais pouvoir avoir une manière indolore, j'allais dire, sans apprendre à coder, pour pouvoir utiliser tous ces outils. Je vais essayer de passer sur la slide suivante en espérant que vous m'entendez. Mais je n'y arrive pas, donc je vais revenir. On peut passer. Moi, je peux les passer, Nicolas, si vous voulez. C'est celle-ci? Je vais le faire, je reviens. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Merci. De nouveau, désolé pour la technique. Et j'essaie d'appuyer sur la slide suivante. Donc, je vais passer ce cas parce que le temps nous manque. Donc, slide suivante. Donc, pour dire, après 30 ans de disruption, la disruption est toujours autant d'actualité. On a changé le look, on a changé la forme du rond, du triangle et du carré, mais c'est toujours la même idée. Et elle marche sur toutes les marques. On a travaillé sur Airbnb avec une disruption extrêmement simple, extrêmement forte, qui est de dire Airbnb, ce n'est pas simplement des chambres pour passer la nuit à faible coût, concurrent des chambres d'hôtel, c'est forcément une rencontre où on vit comme un local dans l'appartement d'une personne qui va louer son appartement. Et donc, on oppose une convention qui est que le voyage, à l'époque, on pouvait voyager, qui reviendra bientôt, j'espère, on voyageait comme des touristes, à une vision qui est, et si on voyageait si on était citoyen du monde, et si on voyageait comme des locaux, people travel like locals, et qui a conduit à cette signature, don't go there, live there, donc vivez comme des locaux, où que vous soyez, dans quelque ville que vous soyez, qui est un positionnement extrêmement différenciant pour Airbnb, et qui a conduit Airbnb à aller plus loin et à proposer non seulement des expériences de nuit, mais également des expériences de jour. Avec Airbnb, vous pouvez aussi acheter un moment de vie avec un local, si je puis dire, avec une personne de la ville qui va vous faire visiter les catacombes à Paris ou vous apprendre à peindre à Montmartre. Donc, juste un mot pour dire que la disruption qui est née comme une démarche pour maximiser l'efficacité publicitaire marche en fait dans toutes les sphères de la communication. Ça marche évidemment sur le nom, on l'a vu tout à l'heure sur Apple, on aurait pu citer Orange ou Virgin, un très bon cas qui a été pendant près de 25 ans un des très grands succès de TBWA avec Absolut Vodka, où à sa création, la question était comment une vodka suédoise peut arriver à exister dans un marché totalement dominé par les vodkas russes. À l'époque, tout le monde s'appelait avec un nom en off, Smirnov, Eristov. Et donc, la disruption est venue de la pureté absolue du produit en disant c'est pas la culture russe de la vodka qui compte, c'est la qualité du produit. On va faire une bouteille transparente et on va l'appeler de l'absolue pureté, une bouteille absolument pure en quelque sorte, et on va l'appeler Absolut Vodka. Donc on voit qu'on peut commencer à disruptif dans le nom, et si vous créez votre startup, je vous encourage à vous poser la question du nom pour avoir un nom disruptif et pour avoir un nom différenciant au maximum par rapport à l'univers dans lequel vous voulez réussir. Ça peut être aussi la manière de se commercialiser dans lequel on est disruptif. C'est au nom de cette idée penser différemment, think different, qu'on s'est posé la question avec Apple de comment penser des lieux de distribution et de commerce différents. Avant les Apple Store, les lieux d'achat d'informatique ou de téléphone, c'était des boutiques super encombrées avec des promotions dans tous les sens, des éléments techniques, des câbles qui circulaient partout. Et puis là, on est rentré dans l'opposé de ça, une logique totalement au service de l'usage simple et ergonomique, avec une grande simplicité, donc un point de vente totalement différent et à l'époque totalement révolutionnaire. Et puis, on peut être disruptif aussi dans la manière de promouvoir les ventes. Lorsqu'on a travaillé sur Pedigree, sur un nouveau positionnement qui est de dire la convention, c'est que Pedigree, c'est du pet food, donc c'est de la nourriture. La vision de Pedigree, c'est on fait ça par amour des chiens parce que les gens aiment leurs animaux domestiques et les chiens en particulier. Et on est arrivé à l'idée de dire plutôt que de faire des promotions de réduction de prix sur les packaging
lorsqu'on achète un pédigré, de la nourriture pédigrée, on va proposer un programme qui permet aux gens de donner à la SPA locale chaque fois qu'ils achètent. Et on s'est rendu compte que cette promotion disruptive était plus efficace que les promotions traditionnelles de baisse de prix qu'on peut réaliser dans les hypermarchés. Enfin, on peut aussi disrupter les médias. Ça, c'est un travail qu'on a fait pour Adidas, avec la campagne qui disait « Impossible is nothing », impossible n'est rien. Et donc, on a poussé la logique jusqu'à dire on va créer des sports impossibles, on va créer le football vertical. Et donc ça, c'est une affiche à Tokyo qui a fait parler d'elle dans le monde entier avant Internet. Donc on imagine qu'avec les réseaux sociaux, elle aurait fait le buzz encore davantage, et où des vraies personnes se succédaient pour pratiquer ce sport impossible sur une affiche suspendue à Tokyo. Et puis, la disruption peut être liée aux produits, aux films produits. Je vais aller plus vite donc, pour rester dans le timing. Donc, vous pourrez voir ce film sur Internet. C'était un film réalisé pour les Capotes Manix. Et je voudrais juste terminer cette séquence avant d'introduire les questions sur ce que signifie disruption, en vous présentant ce garçon que vous ne connaissez probablement pas et qui est probablement un des génies vivants, des génies encore vivants de la publicité du XXe siècle. Il s'appelle Lee Clow. Et Lee Clow, figurez-vous, c'était le concepteur-rédacteur du spot Apple en 1984, celui qu'on a vu au tout début. 1984 ne sera pas 1984 car Apple a inventé Macintosh. Et puis, il est devenu le directeur de création de TBWA Monde, et c'est lui, et l'ami de Steve Jobs, et c'est lui qui a regagné le budget Apple en 1997 avec la campagne Think Different que vous avez vu tout à l'heure. Et il se trouve que Lee Clow a pris sa retraite l'année dernière, et il a fait un cadeau aux gens de TBWA, qui est sa philosophie de la publicité disruptive en 1 minute. Et donc, c'est ça que je me propose de partager avec vous en conclusion de cette introduction technologiquement compliquée pour moi, mais qui, j'espère, dont vous aurez pu suivre le fil malgré tout. Donc, je laisse la parole à Lee Clow. C'est lui-même qui fait la voix off de ce film un peu testament. Bon, il est toujours vivant, je tiens à le dire. On peut toujours le joindre au téléphone, mais il n'est plus actif au quotidien dans la publicité. Voici le film en question. Don't do the right thing. God knows you'll be tempted. The right thing sounds so good in meetings. It looks fantastic in charts. The right thing soothes racing pulses and settles churning stomachs. Everybody can get on board with the right thing. The right thing is good enough. But good enough is not enough. Don't do it. Don't do the right thing. Avoid it like the plague. So what are you supposed to do? The wrong thing? Of course not. Do the brave thing. The thing that troubles your sleep. The thing with a million unknowns. That seems ridiculous one moment and genius the next. That's the thing you should do. Chase it down. Don't let it go. Do the thing that disrupts, that upends, that doesn't just defy the status quo, but reshapes it forever. You can do that. You have that in you. To do the right thing or not is a choice. To disrupt or not is a choice. Let's do the brave thing. Que des belles choses. Est-ce que vous m'entendez? Nicolas, vous êtes là? Je suis revenu. Oui, vous entendez. Ouais. Donc, voilà le message que je voulais faire passer, c'est la question du courage, be brave. Donc, il ne s'agit pas de faire juste les choses bien, il ne s'agit pas d'avoir juste le bon message. Bien sûr que rien n'est plus important que d'avoir le bon message, puisque je vous rappelle que ce qui fait que les gens, ce qui crée le désir d'acheter, c'est le fait que, c'est l'idée que les gens se font du produit ou du service. Autrement dit, c'est l'idée que vous leur avez donnée par la communication de la bonne raison pour laquelle ils sont en train de vouloir tel produit versus tel autre. Donc, bien sûr que l'idée, c'est le rôle du planning stratégique en agence, est absolument déterminant. Il faut avoir le bon message. Mais pour que ce message passe la barre de la communication et soit vraiment efficace,
il faut aussi avoir une valeur créative ajoutée très forte sur la manière de communiquer ce message pour que ce message soit repéré dans la masse de tous les messages que vous voyez tous les jours, que ce soit des messages publicitaires ou qu'ils ne le soient pas. Et donc, c'est pour ça qu'il y a un double saut, en quelque sorte, un saut stratégique pour avoir un message différenciant et un saut créatif, pour reprendre le titre du premier livre de Jean-Marie Dru, pour avoir une manière créative d'intéresser les gens, d'interpeller les gens et de leur faire passer le message en question. Donc, derrière la disruption se cache en fait un double saut, un saut stratégique. Comment maximiser sa différence par une rupture stratégique qui fait que mon message est unique et singulier pour chacune des marques pour lesquelles je travaille, et un saut créatif, comment faire en sorte que chacun des messages construise cette idée de marque originale à sa manière, avec sa forme et son territoire. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous en introduction. Désolé pour mes nombreuses disparitions et apparitions techniques, et je suis maintenant à votre disposition pour la suite des questions. Alors, là, par contre, Nicolas, on ne vous voit plus. Hein. Pour info. Ok, je reviens. Mais on t'entend, hein, donc c'est déjà pas mal. Ah, il est reparti. C'est ça la disruption, en fait. On est en plein dedans. C'est le concept de base de la disruption. Voilà, c'était une présentation ultra disruptive technologiquement. Voilà, exactement. Elle n'était pas maîtrisée par Apple, manifestement. Probablement pas. C'est tout à fait éclairant ta présentation, même interrompue et non pas disruptée, est tout à fait éclairante. Il y a quand même une disruption majeure que tu n'as fait que juste effleurer, et pourtant tu en es un grand acteur, qui est Internet, et qui est la communication sociale au sens propre du terme. Juste rappeler une toute petite anecdote, tu ne dois pas le savoir, mais tu as tué un baromètre qu'on avait fait dans CB News, je pense en 2012, qui était le baromètre des communicants. Et en fait, ce qu'on mesurait, un institut d'études nous avait proposé de mesurer la présence sociale. On était encore au début, pas au balbutiement, mais au début de Facebook et Twitter. Mais en revanche, les blogs étaient déjà très installés. Et donc, on avait décidé tous les mois de publier un classement des communicants les plus présents. Et puis, au bout de 4 ou 5 mois, on s'est aperçu que tu étais toujours en tête. Et donc, on a arrêté parce qu'un baromètre dont le vainqueur est toujours le même, ça n'a aucun intérêt, c'est impossible à commenter. Tout ça pour dire que tu es une personnalité majeure de cet univers. Et moi, j'aimerais bien qu'on en parle un petit peu, je veux dire, de ce rôle, de ce que représente pour toi ton blog, ta présence sociale. Ton LinkedIn est certainement l'un des plus, en tout cas, moi que je connaisse, les plus riches et les plus animés, les plus animés qui soient. Donc, pour toi, quelle est l'importance et le rôle que tu as, soit en tant que toi, soit en tant que patron de TB, sur ces supports-là? Alors, je prends 2 questions dans la question. La première question sur laquelle on viendra peut-être, c'est oui, le digital a constitué l'énorme disruption. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le mot disruption a été très souvent associé à disruption digitale et est devenu une espèce de mot employé partout, tout le temps, synonyme d'ubérisation, etc. Donc, il est incontestable que le digital a été une énorme disruption pour tous les métiers, et aussi pour le métier de la communication. Je voudrais juste signaler, avant de répondre à ta question plus précise sur les réseaux sociaux, que derrière la disruption digitale se cache, de mon point de vue, la disruption sociétale, qui probablement est encore plus forte et encore plus profonde, et qui est le fait que le réchauffement climatique et l'urgence climatique, entre autres, mais pas que, font que la nouvelle disruption qui concerne toutes les entreprises et donc toutes les agences conseillères en communication, puisqu'elle va disrupter la communication, c'est la disruption sociétale qui se cache derrière la disruption digitale. Mais pour revenir maintenant à ta question sur les réseaux sociaux, oui, les réseaux sociaux, pour moi, ont complètement modifié la donne médiatique.
en permettant, d'une certaine manière, à chacun, en fonction de ses capacités et de ses moyens, de se constituer son propre média en complément des médias complémentaires, des médias existants. Une fois de plus, on va toujours trop vite en disant que le nouveau média tue le précédent. Ça n'est absolument pas vrai. La télévision, la radio n'a pas tué la presse, la télévision n'a pas tué la radio et Internet n'a pas tué la télévision, même si ça en change les usages, ça oblige chacun à se réadapter. Mais tous les médias s'additionnent, juste au passage. Mais je reviens maintenant aux médias sociaux. Oui, c'est vrai, je fais partie des gens qui ont vu et cru à la révolution des médias sociaux en disant non seulement les marques vont disposer de leurs propres médias, ces fameux médias gratuits. Hein, vous connaissez forcément cette distinction qui est aujourd'hui devenue d'ailleurs la convention de la manière de parler des médias, qui sont de dire il y a 3 types de médias. Les médias qu'on possède, chaque marque possède ses propres médias. Les médias qu'on achète, j'achète du temps d'espace à la télévision, à la radio, dans la presse, sur Internet. Et puis les médias qu'on gagne, les earned media, des médias entre guillemets gratuits qui peuvent aussi bien couvrir la relation presse, parce que des journalistes parlent de nous, que de couvrir directement des gens, nos ambassadeurs qui parlent de nous et qui sont de loin le mode le plus efficace et le plus économique d'un point de vue médiatique. Et donc, si les social médias donnent un média personnel nouveau aux marques, dans les médias qu'elles possèdent, eh bien, ça donne aussi un média nouveau aux gens. Or, les marques, ce sont aussi des gens. Je renvoie au chapitre 4 de mon livre sur le rôle des spokespersons, le rôle des porte-paroles des marques. Alors parfois c'est des porte-paroles qu'on achète, hein, des égéries chez L'Oréal ou des sportifs chez Nike ou Adidas, ou parfois ce sont des porte-paroles de l'entreprise, Richard Branson pour Virgin, Phil Knight ou Steve Jobs. Donc en l'occurrence, ce qui est intéressant dans les médias sociaux, c'est la possibilité qu'ont des gens d'avoir leurs propres médias. Or, il se trouve que les gens préfèrent parler à des gens. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je préfère écouter, entendre, faire confiance à quelqu'un de la marque et de l'entreprise plutôt qu'à son compte corporate. On le voit très bien sur LinkedIn, le même post posté à la même minute et à la même seconde par le compte corporate de l'entreprise et par le président ou un leader de l'entreprise va faire 4 à 6 fois plus de vues et d'engagement. Donc une prime est donnée à la fois par l'algorithme, parce que quand même l'algorithme fait son travail, mais aussi par le fait que les gens préfèrent s'engager avec des gens et créer une conversation avec des gens. Donc moi, je fais partie de ceux qui pensent que si on pouvait vivre caché, quel que soit son métier, hein, ce n'est pas forcément dans la communication, c'est vrai chez les journalistes. La preuve, Frédéric, tu es aussi à la télévision. Donc si on pouvait vivre caché autrefois, avant Internet, aujourd'hui, on ne peut plus vivre caché, parce que de toute façon, à juste titre, les gens viennent vous chercher quand vous essayez de vous cacher, mais surtout, ce n'est pas juste une question de nécessité, c'est une question d'opportunité. Vous avez l'opportunité d'utiliser les réseaux sociaux. Alors, il ne faut pas non plus en faire une drogue et l'alpha et l'oméga. Il y a plein d'autres choses fondamentales dans la vie qui ne se passent pas sur les réseaux sociaux. Donc, moi, je n'encourage pas, ni vous, ni mes enfants, ni moi-même, à passer trop de temps sur le sujet. Mais par contre, il y a un enjeu qui consiste à les adopter. Donc, comme j'ai voulu démontrer par la pratique que c'était possible, je m'y suis mis assez tôt et assez fort, on va le dire comme ça, en créant un blog pour faire la promotion de mon propre livre, qui s'appelle L'idée qui tue. Du coup, j'ai créé le blog L'idée qui tue, qui était un outil de promotion de mon livre L'idée qui tue et qui le faisait vivre dans la durée, parce que le problème d'un livre, c'est que ça s'arrête, alors que l'avantage d'un blog, c'est que ça continue. Et puis, derrière ça, j'ai eu la chance d'être retenu dans les premiers LinkedIn influenceurs, lorsque LinkedIn n'en avait que 100 ou 150, parce qu'à l'époque, il fallait des gens qui puissent parler en anglais sur les réseaux sociaux et on n'était pas si nombreux. Donc en France, il y avait Jacques Attali et moi, grosso modo. Bon, depuis, on a été rejoints par plein d'autres et c'est tant mieux. Et puis pareil, expérimenter Twitter ou Instagram ou Facebook si on veut en faire des outils professionnels, ce qu'on n'est absolument pas obligé de faire. C'est-à-dire, moi, je recommande à mes clients d'être sélectifs dans les médias qu'ils utilisent, d'être sélectifs dans ce qu'ils disent et d'y passer le moins de temps possible pour avoir le plus d'effets possible. Donc le sujet n'est pas de se tromper de monde. La vraie vie n'est pas sur les réseaux sociaux, mais la vraie vie est amplifiée par les réseaux sociaux, donc ça fait sens d'utiliser les réseaux sociaux pour son entreprise comme pour soi-même. Puisqu'on est toujours dans la disruption, on est aujourd'hui dans une période quand même particulièrement compliquée sur le plan sanitaire, mais également sur le plan économique. Et dans cette période, il y a notamment, et ça se discute à l'heure qu'il est au Parlement, une remise en cause du rôle de la publicité, en tout cas une critique très forte qui a été mise à l'encontre plutôt de la publicité. Est-ce que, selon toi,
est-ce qu'il faut disrupter en quelque sorte la publicité en tant que secteur économique pour faire comprendre, la faire accepter? Est-ce que la publicité doit faire elle-même sa publicité? Oui, moi je fais partie comme Dominique Volton qui a écrit un livre avec le titre « Il faut sauver la communication », des gens qui pensent qu'il faut absolument disrupter la perception actuelle de la communication, parce qu'il y a une idée, la com c'est mal, alors qu'en vrai, la com c'est bien. Imaginez un monde où personne ne se parle du tout, hein, où on ne puisse pas se parler du tout. La communication, c'est d'abord le fait de régler les problèmes en se parlant, plutôt qu'en se tapant dessus. Et donc, le monde a besoin de communication. Donc, je vous enjoins, si vous avez un doute là-dessus, de lire le livre de Dominique Volton, « Il faut sauver la communication », pour rappeler que la communication, c'est créer du commun. Après, la question devient créer quel commun? Et donc, la communication n'est qu'un moyen au service d'une fin, et il faut décider de mettre ce moyen au service des bonnes fins plutôt qu'au service des mauvaises fins. Mais noyer la communication, c'est comme tuer le messager, c'est totalement inefficace, mais c'est même contre-productif, puisque la communication est le moyen de créer le désir. Donc c'est un outil créateur de désir. D'ailleurs, on souvent dit la communication fait vendre. Non, la communication crée le désir d'acheter, ce qui est très différent, parce que la vie a besoin de désir. J'espère que vous aurez une vie pleine de désir au pluriel, dans tous les termes. Et donc, communiquer, c'est essentiel. C'est-à-dire, aimer, c'est communiquer. C'est donner une certaine perception de soi-même. La séduction, c'est de la communication. Donc, à un moment donné, il faut réhabiliter le mot communication. Donc, la première idée qui tue que je propose collective, c'est de faire comprendre aux gens qui ont une vision parcellaire ou partielle ou négative de la communication, que la communication, c'est juste créer du commun. Alors, bien sûr que l'enjeu, c'est de créer du bien commun plutôt que du mal commun. Et de la même façon que la télé peut être un outil d'éducation ou un outil qui pollue les cerveaux, Internet peut être la meilleure des choses ou la pire des choses, on le voit tous les jours, la communication peut être la meilleure ou la pire des choses, bien sûr, mais c'est un outil surpuissant. Et donc tout l'enjeu, de mon point de vue, c'est de convaincre tout le monde, y compris les politiques aujourd'hui, de mettre l'outil puissant et positif qu'est la communication au service des causes qui sont celles d'aujourd'hui. Au passage, la communication, elle a toujours été plutôt pionnière que réactionnaire. Et donc, la communication a ouvert des portes sur plein de sujets, pour une raison simple, c'est que pour créer le désir permanent, on a besoin de créer du neuf. Et donc, on a besoin de renforcer les signaux faibles, de renforcer les micro-tendances et de contribuer à aller dans le sens de l'évolution sociétale en général. Et donc, c'est parce que la société est mûre sur tel ou tel sujet, prenons l'environnement par exemple, que la communication va pouvoir mettre le poids du corps, mais elle aura tendance à être plutôt pionnière. Donc, brûler la communication, c'est brûler l'instrument du changement. Donc, c'est une énorme connerie. Et par ailleurs, trop de politiques qui connaissent mal la communication parce qu'ils ne l'utilisent qu'en période électorale, puis ils l'oublient après pendant leur mandat, et puis ils regrettent de l'avoir oublié au moment de l'élection d'après en se disant « Ah mince, j'aurais dû communiquer sur mes actions pour que les gens me réélisent ». Et du coup, ils ne sont jamais réélus. Je ne sais pas si vous avez remarqué à quel point on sort les sortons tout le temps en politique. La raison principale est parce qu'ils communiquent qu'en période électorale et pas entre les deux. S'ils communiquaient entre les deux pour partager avec leur communauté et leurs citoyens ce qu'ils faisaient de bien, ils auraient nettement plus de chances d'être réélus la fois suivante. Je ferme cette parenthèse de communication politique qui est aussi un de mes dadas pour dire que l'enjeu de la communication d'aujourd'hui, c'est pas d'être régulé par le politique. Parfois, c'est une facilité des politiques au moment des votes de loi. C'est vrai en ce moment sur est-ce qu'on enlève ou pas les écrans télé dans les vitrines des boutiques. Qui est un des sujets de la loi de cette semaine, on dit on va réguler le monde par la communication, mais c'est pas comme ça que ça marche. Je vais vous donner un exemple très concret. Moi, je suis un adepte de l'autorégulation, je soutiens la RPP, l'autorité de régulation de la publicité, qui s'appelait le BVP autrefois, Bureau de vérification de la publicité. Et lorsque la RPP m'a demandé de ralentir sur un pont virtuel une voiture pour donner l'impression qu'elle roulait à 90 km/h alors qu'elle était tout seule sur un pont qu'un médium avait transformé en un pont Zarbi. J'ai dit, ok, on est bons citoyens, on va ralentir notre voiture pour qu'elle donne l'impression de rouler à 90 et pas à 110, même si tout ça est incroyablement subjectif. Et puis, qu'est-ce qui est arrivé? Ce film, pour le pneu BF Goodrich, filiale de Michelin, Clermont-Ferrand, est sorti un dimanche soir, juste avant Taxi 3 ou Taxi 2. C'est-à-dire un moment où un film, long métrage, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, montre un chauffeur de taxi qui roule à 200 à l'heure entre Marignane et Marseille pendant 1h30. Donc, à un moment donné, réguler la communication, je veux bien, mais on ne régule pas le monde par la communication. Le fait d'avoir ralenti mon petit film pendant 2 secondes dans mon petit film de 30 secondes d'une voiture n'a pas changé l'effet général.
Donc, il ne faut pas se tromper. Réguler la communication, pourquoi pas? Moi, je pense qu'il y a des bonnes régulations. Je pense que le RGPD, par exemple, est une très bonne régulation européenne qui est en train de faire changer le monde. Donc moi, je suis citoyen, engagé politiquement. Donc, je suis pour une régulation par le politique de ce que le capitalisme n'est pas capable de faire à plein de sujets parce qu'il raisonne à court terme et qu'on a besoin de raisonner à moyen long terme, et encore plutôt qu'à moyen terme pour le réchauffement climatique qu'à long terme maintenant, parce que le temps presse. Mais à l'inverse, je dis, il faut faire attention, il ne faut pas brider, tuer la communication, parce qu'on a tellement besoin pour créer le désir d'un nouveau monde. Et on ira plus vite sur l'environnement si on crée le désir de bouger, de tout le monde, de toutes les entreprises, plutôt que si on censure la communication et que du coup on reste. Il n'y a pas de changement sans communication. On ne peut pas changer les choses sans déclarer qu'on les change. Ça n'est juste pas possible. Il faut bien informer les gens du changement, de où on va et de comment on va y aller. Donc il ne faut surtout pas briser la communication, il faut au contraire la réhabiliter. Tu l'as évoqué là à l'instant, la communication politique, c'est une question et ça, d'après ce que tu nous as dit en préparant cette masterclass, tu as même agi dans ce domaine en conseillant un candidat, c'est ça? Oui, donc moi je revendique tout à fait, j'ai beaucoup de fierté d'avoir fait une campagne électorale gagnante. Vous savez qu'un publicitaire fait une campagne électorale, enfin contribue à une campagne électorale, c'est toute une équipe, hein, on était toute une équipe mobilisée sur le pont pour cette campagne, je vais vous dire après, à la fin vous saurez ce que c'est. Je garde le suspense pour celles et ceux qui ne le savent pas, mais il vaut mieux être gagnant, parce que si c'est perdant, c'est forcément de votre faute. Alors, si c'est gagnant, ce ne sera sûrement pas à cause de vous, donc je n'ai pas la prétention de dire que c'est à cause de moi que c'était gagnant. Mais en fait, vous nous devez à Valérie Lecable, François Blachère, Marco de la Fuente, parce que je ne veux pas tirer la couverture à moi tout seul alors qu'on était toute une équipe, et à ma pomme, un slogan qui a fait date, qui est « Le changement, c'est maintenant », et qui a contribué à faire élire François Hollande lors de l'élection présidentielle en question. Donc, je tiens à dire que ma contribution s'est arrêtée à la campagne électorale, mais en tout cas, on est tout à fait, on a appliqué en fait les principes de la disruption sur l'analyse de la vision qui était le besoin de changement par rapport à une convention qui était l'absence de réformes efficacement perçues par les Français à l'époque. Pour le coup, tu le disais, les candidats ont recours à des communicants pour se faire élire, mais manifestement cessent une fois qu'ils sont élus. Et j'ai l'impression que le cas de François Hollande est assez représentatif. Il aurait fallu qu'il continue à avoir recours, pas forcément à toi précisément, mais à des communicants pour avoir une chance d'être élu. En tout cas, oui, pas forcément à moi, je tiens à le dire aussi, hein, mais il y en a d'autres. Et puis, il y a des gens qui ont essayé de faire du bon boulot, Gaspard Ganzer, etc. Et puis, d'autres gens qui étaient très proches de François Hollande, Robert Zaradert, etc., qui ont essayé de lui donner des bons conseils. Mais le problème est venu du fait que François Hollande, qui a beaucoup de qualités et qui est quelqu'un pour qui j'ai un profond respect, n'a jamais vraiment cru au pouvoir de la communication. Et donc, pour lui, c'était plus un mal nécessaire qu'une opportunité. Donc, mal nécessaire en campagne, il n'y a pas le choix. En campagne, mais c'est le cas de beaucoup de politiques. Hein. En campagne électorale, j'en ai besoin parce qu'il me faut des affiches, des films, etc. Et pousser les gens à voter comme on les poussera à consommer. Et après, j'en ai pas besoin, je vais me débrouiller parce que mes actions vont parler d'elles-mêmes. Ben non, ça ne marche pas comme ça. C'est comme dans une entreprise, il faut allier communication, action. Donc la communication seule ne marche pas, mais les actions seules ne marchent pas non plus. Donc je pense que oui, je pense que si François Hollande avait eu un mandat plus communicant, son bilan aujourd'hui serait jugé nettement plus positif qu'il ne l'est, parce qu'il a été totalement masqué par la question du chômage qui n'a pas résorbé pendant son mandat, qui au passage a beaucoup progressé juste après qu'il soit parti sur des réformes qu'il avait peut-être contribué à prendre, mais cet arbre a masqué tout le reste des actions. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron s'y est pas trompé. Il ne s'est jamais laissé enfermer dans un seul thème au cours de tout son mandat, car c'est quelqu'un qui a un sens de la communication, j'allais dire naturelle, qui est certain. Donc, j'en reviens là et ce sera je pense que ça va permettre la transition avec la partie suivante. Mais il me semble que la communication a quand même du mal à faire sa propre communication et notamment, même si notre public est composé de gens qui veulent en faire un métier, mais notamment auprès des jeunes, la publicité a du mal à se faire aimer par les jeunes. Est-ce qu'il y a un problème de ce côté-là et comment est-ce qu'on peut le résoudre? Est-ce qu'il y a un problème de recrutement
de talent, d'attirance, disons, de ce secteur-là, et si oui, qu'on peut y faire? Alors, moi, je pense qu'il faut un tout petit peu séparer communication de publicité. Parce que les métiers de la communication sont, c'est une question de formulation, hein, mais les métiers de la communication sont globalement beaucoup plus larges. En général, on dit la publicité, c'est la communication grand public, c'est-à-dire c'est la communication dans des médias achetés, télévision, radio, cinéma, presse et Internet. La communication, c'est toutes les formes de communication qui ne sont pas forcément du paid media, comme on dit, du média acheté. Donc moi, je pense que le besoin de communication, il est certain. Et donc, les métiers de la communication ont un grand avenir et vont continuer d'embaucher très largement. Donc, il n'y a pas d'inquiétude fondamentale sur le besoin de communication. Par contre, oui, il faut agir collectivement à tous les étages sur la perception de la communication, et je dirais en particulier en France, parce que ce problème n'est pas que français, mais il est quand même particulièrement criant en France, cette critique de la communication. Bon, alors les Français sont critiques, moi j'aime bien ça, c'est notre côté gaulois sur plein de choses, mais aussi c'est parce qu'on a trop appris dans des bonnes écoles qui parfois, à juste titre, sont un peu décriées. On a trop appris à regarder la communication, justement, on parlait du mal nécessaire chez les politiques, mais comme une dépense et non pas comme un investissement. Là où le monde anglo-saxon voit et forme à la communication, à Harvard ou ailleurs, dans la communication comme un investissement avec un petit risque qui peut avoir des gros effets. Et d'ailleurs, ils disent même, vous savez, en France, pour dire prenez un risque, on va dire qui ne risque rien n'a rien. Si vous risquez pas grand-chose, vous n'aurez pas grand-chose. Alors que les anglo-saxons, pour dire la même chose, disent high risk, high return. Un énorme risque va vous conduire à un énorme résultat. Donc il y a vraiment une différence culturelle incontestable entre, j'allais dire, le monde entier, parce que le monde anglo-saxon et même les Chinois au passage, et même les Asiatiques, sur la conception du risque. Mais ce n'est pas que la com, hein, c'est vrai sur le risque entrepreneurial, c'est vrai sur le droit de se planter et de réussir ensuite. Et donc on va faire confiance à quelqu'un qui s'est planté en disant il a tellement appris qu'il va réussir. Donc en France, on a malheureusement un système qui par ailleurs a des atouts, hein, parce que la protection sociale, on trouve ça pas trop mal depuis un an, mais qui a quand même quelques inconvénients, c'est qu'on est dans une logique d'ultra-protection, de recherche d'une sorte de risque zéro dont on sait par ailleurs qu'il n'existe pas, et une logique où on n'investit pas vraiment. Donc pour revenir à ta question sur les métiers de la communication, c'est à nous tous de les défendre. Il faut essayer de changer la perception de ce métier au niveau macro, mais au niveau micro, c'est le rôle de chacun. Mais le métier est toujours aussi aimé. Moi, je vois les talents. J'enseigne aussi à Penningen. On a créé un nouveau master communication qui unit des talents qui sont à la fois créatifs et commerciaux. L'envie est là et le besoin de créativité est là, et la capacité de créer des choses digitales est là aujourd'hui. Regarde TikTok. TikTok, c'est quand même le lieu de la créativité aujourd'hui, qui invente chaque jour des milliers de formats, alors qu'on pourrait dire c'est super contraint comme format globalement. Non, c'est super créatif. Donc on ne bridera pas la créativité, on ne bridera pas l'envie, et par contre il faut arrêter de se flageller et de penser que la com c'est mal. La réponse est non, la com c'est bien. Essayez une vie sans com et vous verrez le vrai malheur. D'accord. Juste avant de passer aux questions des étudiants, j'en ai encore une parce que tu nous as fait un teasing dans la préparation de cette conférence à propos de la carte vitale. Et donc, depuis, j'aimerais quand même savoir quelle est la réponse. Il semble que tu ne sois pas totalement innocent dans cette… Oui, donc c'est un peu de ma faute si vous avez toutes et tous une carte vitale dans votre poche qui s'appelle la carte vitale. Ah ben non, on n'a plus le son. C'est bon? Ouais. Donc, ça, c'est un vrai teasing. Oui. Personne ne saura jamais mon rapport à la carte vitale. Donc c'est très drôle parce que quand j'ai écrit mon livre où je parle de l'importance des noms, c'était tellement évident pour moi que j'ai oublié de citer la carte vitale, et c'est le collaborateur le plus proche qui avait travaillé avec moi sur le projet, qui s'appelle Marco de la Fuente, encore lui, qui dirige les présidents aujourd'hui, qui m'a dit « Mais Nicolas, pourquoi tu n'as pas parlé de la carte vitale dans ton livre ?» J'ai dit « Ouais, c'est vrai, j'ai oublié. » Comme quoi. Et donc, la carte vitale s'appelle la carte vitale grâce à ma belle-mère. C'est ça le teasing en question. Et donc pourquoi? Parce que au moment où le marché test de la carte vitale s'est fait, alors vous voyez le rôle de la communication, c'est comment créer un désir pour un produit que personne ne veut.
à l'époque, la carte vitale, personne n'en voulait déjà, même si on était avant Internet, parce que les médecins trouvaient que c'était contraignant et que ça les fliquait, que c'était du contrôle pour eux. Il fallait qu'ils investissent dans des machines qui passent du temps dessus et qui soient contrôlées. Et les gens ne voyaient pas l'intérêt d'avoir une carte en plastique en disant on va être fliqué. Déjà à l'époque, on était avant Internet, mais on avait peur des données qui pouvaient être enfermées, et des données de santé qui sont donc des données confidentielles, hautement sécurisées, etc., qu'on pouvait avoir dans ces cartes vitales. Donc le contexte était très défavorable. Et au moment de lancer le marché test, je dis au responsable de la Caisse nationale d'assurance maladie, François Beauchoff, on va quand même pas lancer ce produit avec le nom de code que vous lui avez donné, qui était un nom un peu techno-gentil, qui était la carte Casam Sésame. Alors, Casam, c'est pour Caisse d'assurance sociale, et puis Sésame pour Sésame ouvre-toi. Puis on ne va pas mettre une carte Casam Sésame dans les mains de tous les gens. Déjà, vous choisissez entre Casam et Sésame, mais pas les deux. Et puis, il y a peut-être un nom plus original à faire. Et je leur dis, par exemple, carte vitale, et on voit bien comment l'appeler carte vitale change la perception. Ça devient essentiel dans la relation entre le patient et les médecins. Donc, on est bien sur la disruption. Convention, la carte vitale est une contrainte. Disruption, la carte vitale est essentielle. Enfin, vision, la carte vitale est essentielle. Disruption, elle s'appelle vitale. Et donc on crée ce nom-là, on le propose. Et là, François Beauchoff nous dit « Ouais, mais des vitales, il en existe d'autres dans les assurances et tout. On veut du risque zéro, puisqu'on est en France, surtout sur des marchés publics. Donc, il faudrait que l'agence nous assure contre toute personne qui nous poursuivrait sur le nom Vital. » Et là, vous êtes gentil, mais c'est LMB BDO, qui était mon agence à l'époque, qui était sur ce projet, dit on est américain, on ne va peut-être pas assurer le gouvernement français sur les risques de la carte vitale, donc on ne peut pas. Et elle a dit si c'est ça, on ne prend pas. Et coup de bol, je déjeune avec ma belle-mère, qui à l'époque elle est décédée depuis, dirigeait un grand cabinet de marque et de brevets. Elle me dit oh Nicolas, je vais te faire ta lettre, il n'y a pas de risque. Et donc, ma belle-mère a fait une petite lettre à CLMB BDO disant qu'il n'y avait pas de risque en faisant couvrir ça par l'assurance de son cabinet. Et c'est grâce à ma belle-mère que nous avons une carte vitale dans la poche et non pas une carte Casam Sésame. Et ben voilà, une belle histoire de disruption. Ça résume, je trouve que ça résume très bien tout ce que tu as dit. Je crois que voilà, Anne-Sophie, qu'en penses-tu? Il est peut-être temps de laisser la parole à... Il y a juste deux petites questions plutôt RH que moi je voudrais aborder avec Nicolas avant qu'on passe aux questions. On est encore dans les temps, donc ça c'est bon. Merci en tout cas Frédéric. Nicolas, je voulais juste voir avec vous, la situation actuelle est particulièrement compliquée à vivre pour les étudiants entre les cours à distance, les stages, les alternances à distance, très souvent le tout en télétravail, ça commence à faire beaucoup. Est-ce que vous auriez un conseil à leur donner pour garder le cap sur ce nouveau modèle de vie professionnelle? Oui, je tiens à dire que c'est pesant pour tout le monde, pour les étudiants bien sûr, pour leurs profs, je tiens à le dire en tant qu'enseignant, mais aussi partout dans les agences. Nous, on voit à quel point il y a une souffrance, entre guillemets, à travailler à distance. Et au passage, comme toujours, c'est quand on est en mauvaise santé qu'on se dit c'est trop bien quand on est en bonne santé, et c'est quand on est chez soi qu'on se dit c'est trop bien le bureau, quoi. Donc, à un moment donné, on va retrouver un équilibre. Donc moi, mon premier message, c'est un message d'espoir. C'est-à-dire que moi, je vois les pays qui sont en train d'en sortir ou qui en sont sortis pour certains, déjà depuis quelques mois. Donc, on est encore dans le pire du tunnel en France pendant 15 jours, 3 semaines, mais dans 6 mois, on regardera ça comme un élément du passé, un peu long, je l'admets, parce que ça va faire quand même 1 an et demi de difficultés à tous les étages, et puis sans compter tous les gens qui sont éventuellement proches et qui ont disparu liés à ça, donc c'est pas rien, mais je voudrais garder un message d'espoir qui est ça repart et ça va repartir, nous on le voit très clairement. Il y a 1 an, on était hyper pessimiste et on pensait perdre beaucoup plus, on a perdu, tout le monde a perdu, mais on pensait perdre beaucoup plus que ce qu'on a perdu, et on voit la reprise sur 2021 mondiale, je parle mondialement, mais aussi en France, et donc 2022 va évidemment qu'il y aura des gens qui se porteront encore mieux et des gens qui se porteront moins bien, ça dépend des métiers évidemment, mais du côté de la communication, ça va revenir. Donc c'est un trou d'air très, très difficile, mais on peut être, entre guillemets, évidemment optimiste, même si on ne l'est pas naturellement, parce que on va ressortir, et on va ressortir fort. Donc oui, il y aura de nouveau réouverture des portes, etc. Après, à court terme, la question c'est comment ne pas avoir le blues, comment garder
le moral malgré la pression qui est complexe quand on travaille de chez soi dans des conditions qui ne sont pas forcément super bonnes, avec un Wi-Fi qui jusqu'à présent ne m'avait jamais trahi, mais qui aujourd'hui a montré qu'il pouvait même me trahir moi-même, alors que c'est quand même la première fois que j'ai ça, alors que je suis fibré, je tiens à le dire, j'ai la fibre. Et donc oui, c'est compliqué. Et la clé, je pense, c'est de garder une dimension entre sa vie personnelle et sa vie professionnelle. Donc de trouver une manière de créer des coupures. Nous, là, il y a encore un mail qui part cette semaine en disant aux gens attention, n'envoyez pas de mail le soir ou prévenez au début du mail que c'est à lire demain matin. Pour éviter le côté sans fin du jour sans fin, de l'année sans fin ou des 2 années sans fin. Donc il faut, et du coup, il faut garder des respirations, garder ses passions, faites du piano si vous avez un piano, faites autre chose si vous faites autre chose, et garder des activités autres pour ne pas vous laisser entre guillemets, envahir par uniquement le sujet professionnel. Quant au sujet professionnel, c'est sûr que les cours à distance, c'est moins bien que les cours en présentiel, mais c'est pas si mal que ça. Et donc, on arrive à les faire marcher. Donnez des conseils à vos profs pour que ça se passe mieux si ça se passe pas assez bien, en prenant les bonnes pratiques de l'un, en les donnant aux autres. Et en ce qui concerne les stages, c'est vrai que c'est plus dur, je ne peux pas le cacher. Donc, ça demande un travail de fond, de préparation plus en amont, et puis une sensibilisation collective qui commence à se faire. C'est-à-dire que dans les agences, on l'a vu là sur les alternants, on essaye de faire moins mal que ce qu'on fait naturellement. Donc il y a une sorte de goodwill, mais il faut défoncer les portes un peu plus fort pour y arriver. Mais je pense qu'on va y arriver. Donc je donne des réponses un peu larges, mais je suis prêt à répondre à des questions beaucoup plus précises. Non, mais c'est très bien. D'ailleurs, concernant plutôt la partie purement recrutement, on entend de plus en plus qu'il ne faut plus recruter que sur les compétences parce qu'elles s'acquièrent, mais plutôt sur le comportement et l'état d'esprit parce que ça ne change pas. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Alors, je suis d'accord avec ça, mais c'est vrai partout et pas que dans la communication, même s'il y a des expertises très pointues qui nécessitent des formations très pointues, évidemment. Mais les soft skills sont en train de devenir dominantes. Pourquoi ? Parce que quel que soit le métier que vous faites, et c'est absolument vrai dans la communication avec le digital, mais aussi avec le sociétal, quel que soit le métier que vous faites, vous avez besoin d'apprendre plusieurs fois à faire plusieurs métiers dans votre vie. Moi, je suis resté fidèle à TBWA qui m'emploie depuis 1994. Je sais que personne n'était né en face de moi quand je dis ça, mais je le dis quand même. Mais pourquoi ? Parce que j'ai changé de métier tous les 4 ou 5 ans. Et donc, j'ai réappris des métiers vraiment différents tous les 4 ou 5 ans. Donc c'est là où ce qu'on appelle les soft skills, donc ces capacités d'adaptation sont absolument déterminantes. Donc oui, aux curieux, oui à l'optimisme, oui aux gens qui aiment lire ou qui aiment passer du temps, qui aiment dans les expositions, qui aiment aller au ciné, etc. On est dans un monde qui met en relation les marques et les gens dans le domaine de la culture. Et donc, on doit avoir une appétence et une envie de compréhension du monde en général, des consommateurs, des clients, des citoyens, mais aussi une compréhension culturelle de ce qui les fait, de ce qui les émeut, de ce qui les touche. Donc bienvenue aux curieux, bienvenue aux audacieux, be brave. Souvenez-vous de mon message du jour, disrupter, c'est avoir le courage de faire quelque chose de fort parce que high risk, high return, gros risque, gros retour sur investissement, de s'appeler POM plutôt que de s'appeler SWSJ, etc., de s'appeler carte vitale plutôt que carte Casam Sésame, etc. Donc soyez braves, soyez curieux, soyez audacieux, et ça va marcher parce que ce métier a besoin de gens durablement, donc il n'y a pas d'inquiétude, ce métier ne va pas disparaître. J'ai vu passer une question sur l'événementiel. Oui, je considère que l'événementiel est un média. L'événementiel s'est complètement réinventé avec Internet, et aujourd'hui, notre agence d'événementiel Auditoire réalise des choses qu'il lui aurait peut-être fallu 4, 5 ans ou 10 ans à réaliser s'il n'y avait pas eu la crise. Donc je ne dis pas que la crise est une opportunité, malheureusement, parce qu'on a perdu beaucoup de business dans la dimension événementielle, et c'est loin d'être réglé, même si c'est bien reparti en Chine. Je tiens à vous le dire, on n'a pas trop de problèmes du côté des événements en Chine, on a juste du problème pour envoyer les gens en Chine pour travailler sur l'événement, mais dès que les vols reprendront, on pourra le faire également. Mais donc il faut vraiment, j'allais dire, être prêt à repartir, car le marché va repartir dans toutes les dimensions de la communication. Très bien. Merci beaucoup, Julien. Pour ceux qui nous ont rejoints en cours de conférence, Julien Bauer est un étudiant de l'ECS Paris, c'est un étudiant en bachelor, qui va prendre la parole en tant qu'étudiant et faire remonter les questions que vous avez mises en avant lors du chat. Merci beaucoup, Anne-Sophie. J'espère que vous m'entendez bien. Nicolas, j'ai pas mal de questions, donc je vais vous demander d'être un petit peu concis, si ça ne vous dérange pas.
Ok. La première question, donc, elle est très simple. Elle vient de Cécile qui vous demande comment rechargez-vous votre créativité et comment vous vous inspirez aujourd'hui? Alors, à chacun ses formes d'inspiration. Pour certains, ça va être dans les jeux, d'autres dans le cinéma, la culture, etc. Moi, je lis beaucoup, donc j'ai une passion pour les livres. Et donc, je me recharge énormément en lisant, que ce soit des livres version papier, que ce soit des réflexions que je trouve sur Internet. J'ai fait appel à un super petit moteur de recherche. Donc, j'ai un petit agent qui va me chercher mes lectures sur le net. Et donc, chaque jour, j'ai une source inspirante grâce à mon petit robot de Benoît Raphaël, si vous connaissez ce projet, qui a créé des petits robots qui vont vous chercher ce dont vous avez besoin pour les lire. Donc, ça s'appelle Flint. Si vous ne connaissez pas, allez sur Flint, F-L-I-N-T, et vous pourrez créer votre petit robot sur des mots-clés qui va vous chercher votre inspiration quotidienne. Cette page de pub est gratuite, je ne suis pas rémunéré pour la faire. Il y a Jacques Séguéla que vous connaissez peut-être qui a déclaré que la publicité dans les années 80 où tout était possible, où rien n'arrêtait les publicitaires, c'est ça qu'il faut retrouver. Comment aujourd'hui on pourrait... est-ce que vous êtes déjà premièrement d'accord avec ça et comment ce serait possible de retrouver justement cet univers très spectaculaire qui était employé dans les années 80? Mais moi, je pense qu'on ne l'a pas perdu, en fait. Donc, j'adore Jacques et j'ai beaucoup de respect pour lui. En plus, cette capacité, j'allais dire, à rester jeune par la communication est magique. Donc, j'aimerais avoir la même vivacité intellectuelle que lui sur la compréhension du métier qu'il a à son âge. Néanmoins, je ne suis pas d'accord pour jouer les anciens combattants qui disent c'était mieux hier. Moi, je crois sincèrement que c'est déjà super bien aujourd'hui et que ce sera super bien demain, à condition d'avoir, une fois de plus, il y a la bonne pub et la mauvaise pub, et donc d'avoir le souci de faire des choses intéressantes, de faire des choses qui ne sont pas intrusives pour les gens, qui leur donnent un plaisir, qui ont la politesse de forme, comme disait Philippe Michel. Mais le digital ouvre ces portes-là totalement. C'est-à-dire qu'on fait des choses aujourd'hui incroyables qui se voient peut-être pas toujours autant du côté des médias professionnels parce que c'est moins spectaculaire que le nouveau film à la télé, ou la nouvelle campagne d'affichage à 12 000 panneaux. Mais il se passe chaque jour des éléments de communication passionnants, intéressants, ultra créatifs. Si vous regardez TikTok, si vous regardez Instagram, si vous regardez Twitter, LinkedIn, ou si vous créez en digital, la création digitale ouvre des perspectives mais démente. On peut faire aujourd'hui chez soi en 2 heures des choses qu'il fallait 2 mois à produire à très haut coût hier. Donc non, moi je pense que la créativité a tous les moyens de s'exprimer et peut-être encore plus aujourd'hui avec le digital. Pourquoi? Parce qu'avant, il n'y avait que les riches qui pouvaient parler. Il y avait un ticket d'entrée dans les grands médias qui faisait qu'on ne pouvait... mais regardez, toutes les marques purement digitales qui communiquent sur des communautés de manière ultra intelligente et ultra créative, ok, ça ne se voit pas de tout le monde, donc ça n'a pas le côté visibilité grands médias, et à un moment donné, elles en ont besoin, elles finissent par faire de la publicité traditionnelle quand même. Mais par contre, il y a une incroyable créativité et une incroyable efficacité qu'on peut actionner aujourd'hui. Donc moi, je pense qu'en vrai, le monde de la communication est plus créatif en 2021 qu'il n'était en 1980, même si on ne parle pas forcément des mêmes expressions créatives. Justement, grâce aussi peut-être un peu à la crise sanitaire où il a fallu se transformer un petit peu. Alors, la crise a accéléré ça, mais c'était pour moi déjà vrai avant, donc c'est vraiment lié au digital et aux réseaux sociaux. Mais effectivement, la crise a accéléré cette digitalisation de gens qui y allaient en reculons et qui ont décidé d'y aller en marche avant parce qu'il y avait urgence. Fabien, qui est un ancien étudiant de l'ECS, qui donc a une question très précise qui débute par une affirmation. Donc, quand on optimise des sites ou des applications, on s'aperçoit que les meilleures performances sont toujours sur des codes habituels des utilisateurs et non sur les expériences qui peuvent être, elles, disruptives. Par exemple, un bouton doit ressembler à un bouton et être sur une position qu'on retrouve à travers différents sites et applications. Donc, comment conjuguer une campagne disruptive et des performances maximales qui réclament d'être classiques quand on optimise un site? Super, j'adore cette question et ça me permet de dire un truc que j'aurais dû dire et que j'ai oublié de dire, qui est tellement important. Disrupter, c'est pas tout faire exploser. Disrupter, c'est choisir ce qu'on veut changer pour le futur en gardant le reste.
Et donc, dans les conventions, il y en a plein qui sont efficaces et qu'il ne faut surtout pas changer quand on va analyser les conventions. Il faut juste sélectionner celle qui va être une sorte de déclic qui va imposer la vision. Donc, si j'applique cette règle un peu générale à la règle particulière de la construction d'un site, la réponse est oui, absolument. Il faut donner une expérience disruptive tout en étant super ergonomique. Et donc, effectivement, je ne recommande pas d'être super inventif sur les boutons achat au point de ne plus savoir si c'est un bouton achat ou pas, ou d'avoir du mal à le trouver dans la page. Donc, ce point est incroyablement pertinent. C'est-à-dire qu'il faut se poser la question à chaque fois qu'on communique de qu'est-ce que je veux dire sur le fond. Dans le plan de travail créatif d'autrefois, qu'on faisait et qu'on oublie trop souvent aujourd'hui, il y avait un point très important qui est le problème à résoudre par la communication. C'est une question qu'on oublie trop souvent de se poser. On prend un brief en disant on veut dire ça, et puis on cherche une solution, on va faire ça. Et on oublie de s'arrêter 2 secondes sur ok, mais quel est le problème précis que la communication est en mesure d'adresser et de résoudre. Si on se pose cette question-là, on en arrive à la question, pour résoudre ce problème précis de communication, il va falloir agir à un endroit, mais toute chose restant égale par ailleurs, parce qu'il ne s'agit pas de dire chaque fois que je communique, je détruis tout. Pas du tout, au contraire, on veut construire des marques. Je vous rappelle que la communication a une double valeur, une valeur immédiate et une valeur différée. Et donc, il faut toujours, quand on communique, quoi qu'on fasse, réfléchir à la valeur immédiate, créer le désir d'acheter dans 1 heure ou dans 1 minute ou demain matin, et la valeur différée, comment je construis la marque. Pourquoi Apple vaut 320 milliards de dollars, soit 15% de la valeur globale de l'entreprise, c'est parce qu'on a passé du temps à construire la valeur différée pour Apple, c'est-à-dire créer du désir futur d'Apple en même temps qu'on crée le plaisir immédiat d'acheter. Et donc, pour créer cette valeur différée, il faut absolument se poser la question de l'idée qui dure. L'idée qui tue doit être une idée qui dure, et des codes, des territoires dans lesquels on peut jouer, on peut se donner une liberté, mais qui doivent durer également. Donc, pour construire, il faut choisir la partie qu'on détruit, mais il ne faut pas tout détruire. Donc, la disruption, c'est le contraire de la grenade qui fait tout exploser. La disruption, c'est beaucoup plus du Mikado. C'est je choisis de bouger un élément qui va faire bouger tous les autres, toutes choses étant égales par ailleurs, et le bouton achat étant resté à juste titre à la bonne place pour ne pas perturber les gens qui achètent les yeux fermés, si je puis dire, en cliquant sur le bouton achat. Donc disrupter, c'est choisir un élément qu'on va transformer parce qu'il transforme tout. J'ai une autre image à vous donner, c'est la locomotive et les wagons. Souvent, dans nos métiers, on a plein de choses à dire, sauf qu'il y en a une qui va emmener toutes les autres. Et donc, c'est comme si vous avez plein de wagons, vous mettez un moteur sur un wagon, ça devient la locomotive. Et donc, notre sujet, c'est la disruption, c'est déterminer la convention qu'on va modifier parce qu'elle bloque la vision, elle empêche les gens de voir le monde comme on aimerait qu'ils le voient. Ils voient le monde comme un problème, on veut qu'ils le voient comme une solution. Ils voient une carte vitale comme un flicage, on veut qu'ils la voient comme une carte essentielle, elle s'appelle vitale. Donc, c'est ça, et donc on agit sur cette dimension-là. Mais c'est resté quand même une carte plastique qu'on met dans son portefeuille. On n'a pas dit, eh ben, du coup, ça va être une boucle d'oreille. Donc, il ne faut pas effectivement vouloir tout changer au nom de la disruption. Il faut faire les disruptions stratégiques, c'est-à-dire choisir l'élément qui change. Et c'est vrai à tous les étages de l'exécution, y compris en matière d'UX. On a Jean-Charles qui rebondit également sur la disruption, qui nous dit que beaucoup de marques sont en réalité animées par leur vision propre, par exemple Hermès ou Levi's, sans ressentir le besoin de se positionner par rapport aux conventions ou au marché. Dès lors, est-ce que la disruption n'est pas qu'une approche parmi tant d'autres? Alors, très bonne question aussi, parce que ne pouvant rentrer dans le détail, je ne suis pas rentré sur les 2 niveaux de disruption. C'est-à-dire le niveau de l'idée de marque, qui lui est durable. C'est-à-dire l'objectif, c'est de durer le plus longtemps possible sur l'idée de marque disruptive sur laquelle on est jusqu'à ce qu'elle ne marche plus. Et quand elle ne marche plus, il vaut mieux en changer. Mais l'objectif, c'est d'en prendre pour 10 ans, pour 15 ans, pour 20 ans. On pourrait même dire que Danone, indépendamment des problèmes conjoncturels, vit sur le cas que je ne vous ai pas montré tout à l'heure, notre alimentation et notre première médecine, qui est née en 1992 d'un Disruption Day, c'est-à-dire d'une démarche disruption, en disant non, l'alimentation c'est bon pour la santé, entreprendre pour la santé, avec la création à l'époque de l'Institut Danone pour la santé, etc. Et donc Danone, c'est ça qui a permis à Danone, cette simple idée-là, durable, Danone vit toujours dessus. Donc l'objectif, c'est de trouver des idées disruptives qui durent idéalement des générations ou des siècles. Mon livre, L'idée qui tue, c'est sur les idées qui deviennent idéologie, donc qui durent des siècles. Néanmoins, une fois qu'on a ce cadre-là, cette idée qui tue, cette méta-idée qui tue, on a besoin en permanence de l'activer. Je reviens à Apple, Steve Jobs disait « La valeur de ma marque
vaut ce que j'ai fait dans l'année. Ce qui est particulièrement vrai pour des produits technologiques entre nous, mais c'est assez vrai en général, mais c'est particulièrement vrai sur les produits technologiques. Autrement dit, il faut animer en permanence sa marque par de l'innovation produit-service, et donc il ne faut surtout pas oublier l'innovation produit-service, par l'innovation produit-service et de la communication de nouveau disruptive sur le produit et sur le service, au nom de l'idée qui a été disruptive le moment où on l'a produite, c'est-à-dire entreprendre pour la santé pour Danone, ou Think Different pour Apple, ou Just Do It pour Nike. Donc oui, il ne faut pas disrupter Just Do It tant que ça marche, mais il faut disrupter comme le fait assez brillamment, il faut le reconnaître, Nike, chaque année en fonction des campagnes, des produits ou des opportunités de communication qui sont les siennes. Regardez Colin Kaepernick, qui est une incroyable disruption audacieuse, high risk, high return, puisque je vous rappelle qu'ils se sont fait quand même des sueurs froides au moment de la sortie de la campagne, avec la baisse du cours de bourse et plein de gens qui disaient que cette campagne était suicidaire. Mais évidemment, on oublie ça. Une fois que ça marche, on a oublié que c'était bien une campagne high risk, high return, comme on en parlait tout à l'heure. On va terminer avec donc 2 dernières questions qui sont cette fois-ci plus axées sur le côté politique. Vous disiez que vous aviez une forte expérience dans ce domaine. Justement, aujourd'hui, dans le cadre de la crise sanitaire, on reproche bien au gouvernement d'avoir de gros défauts de communication auprès de la population pour les informer, pour les rassurer. Qu'est-ce que vous en pensez, vous qu'en pensez-vous de manière concise? Je comprends très bien la question. Alors, c'est plus facile à dire de son fauteuil. C'est comme l'équipe de France de foot. Elle est plus facile à piloter de son fauteuil devant sa télé que quand on est sur le terrain en train de le faire pour de vrai. Donc moi qui observe, comme vous tous, mondialement ce qui est fait, il y a des choses pas si bien, mais il y a aussi des choses pas si mal qui sont faites. Et c'est vrai que là encore, l'esprit critique français a tendance à hypertrophier les choses moins positives. Mais pour moi, en période de crise, tout l'enjeu, c'est d'avoir un double pilotage, un pilotage de l'immédiateté et un pilotage du temps d'après. Et donc, en communication, je ne parle pas juste en anticipation, évidemment que la stratégie, c'est anticiper le temps d'après de manière générale, mais en communication. Et donc, ce qui est très difficile pour des politiques qui n'ont pas forcément la fibre communicationnelle ou qui ne croient pas tant que ça à la communication, c'est de se dire non seulement je vais avoir besoin de la communication dans la crise pour quand même m'en sortir, expliquer aux gens à qui on a dit que les masques n'étaient pas bien, que finalement les masques c'est bien, ou expliquer aux gens qui ne croient pas que le vaccin est utile, que le vaccin est utile. Donc il y a besoin de communication dans la crise, ça c'est sûr. Mais aussi de se poser le temps d'après, c'est-à-dire justement le métatemps, celui d'idée de marque dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire comment anticiper pour repartir plus fort et repartir plus vite. Et donc, il n'y a pas de secret, c'est très compliqué de demander aux mêmes gens de piloter en crise et en mode détendu. Et donc, la recommandation que moi je fais à mes clients en période de crise, c'est d'avoir 2 équipes. L'équipe qui gère la crise, qui a les mains dans le guidon, enfin pilotée par la même personne, qui est le patron de la boîte, mais l'équipe qui a les mains dans le guidon, qui gère la crise, mais d'avoir quand même aussi l'équipe qui va mettre en place le plan d'après pour ne pas se retrouver dépourvu quand les choses vont repartir. Donc moi, mon constat, c'est que l'enjeu de la communication politique est quand même beaucoup un enjeu d'anticipation. On sait à quel point, bien sûr, que tout change tout le temps, mais ce n'est pas une raison pour ne pas avoir un cap et pour ne pas avoir une idée. Et plus ce cap est en fait exprimé, plus ce cap est visible, plus on peut construire des étapes qui elles-mêmes parfois sont complexes avec des allers-retours et des chemins un peu tordus en fonction du nombre de vaccins livrés la veille ou je ne sais quoi, mais au moins on a un cap, quoi. Et donc je pense que l'enjeu c'est le cap, et donc je ne suis pas le conseiller d'Emmanuel Macron, mais je pense que c'est le moment urgent de déclarer quel est le cap de la sortie pour qu'on lise les actions non pas de manière défensive par rapport à la crise d'avant, mais de manière offensive par rapport au monde d'après. On aura peut-être une réponse plus ou moins claire ce soir lors de l'allocution du président à 20h. Et juste pour finir, du coup, une autre crise qui, cette fois-ci, dure encore depuis plus longtemps que la crise sanitaire, c'est la crise écologique. La communication est donc dans le collimateur des régulateurs politiques dans le cadre de la lutte contre le dérèglement climatique. Comment réagissez-vous à ça et qu'est-ce qu'il faudrait faire aujourd'hui pour lutter contre cette crise et en même temps communiquer de la bonne manière pour sensibiliser la population?
Alors, c'est une énorme question qui mériterait presque 1 heure de réponse. Je vais la tenter en 1 minute, évidemment. Mais pour dire que c'est le sujet le plus important du moment, c'est-à-dire le sujet sociétal au sens large et environnemental au sens plus étroit, et très précisément la transition énergétique face au réchauffement climatique. Il n'y a rien de plus important et de plus urgent. Et d'ailleurs, honnêtement, la plupart des entreprises pour qui on travaille l'ont mis en numéro 1 de leur agenda. Alors certains diront enfin, mais on ne va pas se plaindre que plutôt que de dire enfin en se posant la question d'on doit y faire plus tôt, il vaut mieux se dire comment on accélère en regardant le futur. Donc moi, ma première remarque, c'est de dire il faut garder cette notion d'accélération en gardant une très forte pression de partout. Et donc c'est à nous, citoyens, tous, moi je fais aussi partie de mouvements de soutien de transition écologique et énergétique, c'est en créant une pression permanente de tout le monde, et en particulier de la nouvelle génération, parce que c'est encore plus vos enfants et vos petits-enfants qui seront aussi les miens quand même, qui vont trinquer si on n'est pas capable d'accélérer vraiment. Donc il faut continuer de pousser. Mais il faut surtout regarder, de mon point de vue, les choses avec ce qu'on construit et pas avancer dans le rétroviseur. Je ne sais pas si vous essayez de conduire une voiture en regardant uniquement le rétroviseur, vous êtes sûr d'aller dans le mur, quoi. Or, le problème aujourd'hui, c'est qu'on a tendance à piloter la transition écologique en regardant le rétroviseur, au lieu de regarder dans le pare-brise. Et enfin, et j'en termine là pour faire une réponse courte, en acceptant d'encenser les progrès des gens qui viennent de loin. C'est-à-dire que rien n'est plus débile que de dire à quelqu'un qui vient de loin, parce que son métier est polluant, mais dont on a besoin tous les jours, hein, parce que s'il n'y a plus d'essence, il n'y a plus de voiture non plus. Donc, de dire à des gens, ah non, vous n'avez pas le droit de dire que vous progressez. Mais c'est le monde à l'envers. Au contraire, il faut encourager ces gens. Il faut leur dire, c'est génial, mais quand est-ce que vous faites le prochain progrès? Quand est-ce que vous nous en parlez? C'est-à-dire qu'il y a vraiment une posture, aujourd'hui, là encore particulièrement en France, au nom de, attention au greenwashing. Je vous promets que le greenwashing, l'RPP fait attention, donc il ne dure pas longtemps. Hein. Le greenwashing dont on pourrait vraiment avoir honte, il ne reste pas longtemps sur les antennes. Mais au nom de ça, on a tendance à regarder, j'allais dire, avec méfiance les progrès, au lieu de les prendre et de dire allez, maintenant cette étape est franchie, allons au prochain. Et donc il faut impérativement qu'on se mette en mode progrès, parce que de toute façon, il n'y a pas un grand soir et personne ne peut en claquant des doigts, même avec autant d'argent qu'on veut, changer la situation. Il n'y a qu'un effort écosystémique que tout le monde doit faire. Donc il faut encourager ceux qui vont moins vite, ceux qui viennent de loin, à progresser, à dire leur progrès et pas leur taper dessus chaque fois qu'ils annoncent qu'ils ont progressé. Merci beaucoup pour vos réponses. Je précise qu'il y en avait beaucoup, on n'a pas pu répondre à tout. Alors n'hésitez pas à nous les envoyer sur nos réseaux sociaux de l'ECS Paris et on pourra éventuellement vous les transmettre pour avoir une réponse plus personnalisée. Oui, je m'engage. Voilà, merci beaucoup à tous. Les problèmes techniques qui nous ont fait prendre du retard et du coup, en contrepartie, je m'engage à répondre à toute question qui me sera adressée par l'intermédiaire de l'ECS ou même qui m'arriverait directement sur LinkedIn. Au passage, la raison pour laquelle je suis là, c'est parce que je risque de sortir du top 10 de LinkedIn si vous ne me suivez pas. Donc, s'il vous plaît, suivez-moi parce qu'il y a un garçon qui a beaucoup progressé qui s'appelle Édouard Philippe et donc qui est en train de me faire sortir du top 10. C'est insupportable. Donc, aidez-moi à ne pas laisser... J'aime beaucoup Édouard Philippe par ailleurs, mais aidez-moi à ne pas devenir 11e sur LinkedIn. Bon. On va relayer ça auprès de tous nos élèves, pour qu'ils vous suivent tous, si ce n'est pas déjà fait. Nicolas, un grand merci, vraiment. Merci à vous et désolé pour les problèmes techniques, je suis absolument navré, mais honnêtement, ça ne m'était pas arrivé depuis 12 mois, donc il fallait que ça arrive un jour, c'était aujourd'hui. Voilà, il y a un début à tout, c'est pour nous, mais c'est absolument pas grave. Vraiment, un grand merci. Merci à tous. Donc effectivement, pour rebondir sur ce que vient de dire Julia, si vous avez la moindre interrogation, la moindre question, vous nous les faites remonter, on transférera directement, mais bien sûr, je vous invite à contacter Nicolas en direct, qui est très, très accessible, et c'est vraiment hyper agréable, Nicolas, donc merci beaucoup. J'espère qu'on aura la chance de vous avoir bientôt à nouveau comme parrain promo, Nicolas, donc on restera en contact à ce sujet. Je ne sais pas vous dire non, donc prenez-le comme voilà, très bien, c'est comme ça, c'est parfait. Frédéric, merci. Merci à toi, Anne-Sophie. C'est toujours un plaisir. C'était un plaisir. Et puis, écoutez, prenez soin de vous tous. Hein. On attend avec impatience ce qu'on va nous annoncer ce soir. Mais voilà. Croise les doigts. Bonne journée à toutes et à tous. Bonne journée. Passez une bonne journée. À très bientôt. Au revoir.